Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je suis aujourd'hui avec Chloé Duval et Jean-Noël Chintreuil. Jean-Noël était sur son téléphone, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sur son ordi. J'espère que vous n'avez pas le petit truc qui nous a embêtés la semaine dernière. On va voir dans le chat si c'est toujours le cas. J'espère que ça a été réglé depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on va vous reparler de marketing RH. Le livre 3 méthodes marketing pour les RH sort aujourd'hui, donc vous pouvez le retrouver sur Amazon, dans vos librairies, sur la Fnac, etc. Nous, on l'a reçu il y a une dizaine de jours. Très très fier de ce livre, comme on a été hyper fier d'Acquisition Strategy Design que je vous présente maintenant. 3 méthodes marketing pour les RH, rédigées avec Chloé et dont on va parler aujourd'hui pour la deuxième fois. Il y a 2 semaines, on en avait parlé avec Hervé Solus sur les questions de recrutement. Cette fois-ci, on est avec Jean-Noël qui, j'espère, arrivera à se reconnecter pour parler d'expérience collaborateur. En attendant que Jean-Noël revienne, je te laisse te présenter, Chloé. Et on t'entend pas. Effectivement. Bonjour à tous. Merci Gabriel pour cette introduction. Je suis Chloé Duval, consultante chez 1 minute 30 et je suis spécialisée sur toutes les thématiques de marque employeur. Et voilà, j'ai eu le grand plaisir de collaborer avec Gabriel à la rédaction de cet ouvrage 3 méthodes marketing pour les RH, qui sort aujourd'hui et dans lequel on a parlé de marque employeur, de recrutement et d'expérience collaborateur. Tiens, Jean-Noël, il faut que tu me donnes ton adresse pour qu'on te l'envoie. Ouais, pas de problème, je ferai ça. Parfait. Il faut que je me présente. Je te laisse te présenter. Je suis Jean-Noël Chintreuil. Je suis le dirigeant et cofondateur de Change Factory. Change Factory, c'est un laboratoire d'acculturation et d'accompagnement au changement. Et on a une forte spécialisation sur les RH, sur toutes les formes de RH, de la marque employeur à posture managériale RH, data RH et j'en passe. Et pour après carrière, justement, dans les RH de grandes entreprises ou de sociétés de conseil. Je collabore avec Gabriel sur différents sujets et nous avons ce point commun de vouloir faire en sorte que les RH puissent évoluer pleinement dans ce nouveau monde digital en prenant ou en s'appuyant sur des techniques déjà largement éprouvées par le marketing. Et c'est ce qu'on va échanger avec vous, sur lesquels on va échanger avec vous justement. Alors, ce que je vous propose, avant d'attaquer le débat, c'est de vous présenter un petit film sur le livre. Ça dure 2 minutes, c'est rapide. Et puis, on fera après un échange autour de l'expérience collaborateur entre Chloé et Jean-Noël. Et après, Chloé va nous présenter un peu la méthode qu'on a inventée pour travailler sur l'expérience collaborateur, inventée, formalisée. On vous dit tout ça tout de suite. Jean-Noël, Chloé, il faudra enlever votre micro le temps de la vidéo pour pas que ça fasse de trucs bizarres. Ouais. Et voilà. À tout de suite. Parce que vos collaborateurs sont des clients comme les autres. Ils méritent d'être étudiés et compris avec la même attention que vos clients. Nous avons rassemblé, formalisé et réinventé 3 méthodes marketing pour les RH. Marque employeur, recrutement et expérience collaborateur. Un guide pratique pour accompagner la transformation de ses pratiques RH et créer sa boîte à outils personnelle. Attirer et garder les candidats potentiels. Construire une communication RH forte et différenciante. Obtenir le meilleur de vos collaborateurs. Ainsi, avec le canevas de l'identité employeur, vous explorez les 3 volets de votre identité. Factuel, attendu, vécu. Pour rédiger votre EVP ou proposition de valeur employeur et construire un plan de communication aligné avec votre marque employeur. Avec le canevas d'acquisition candidat, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre candidat et comprendre son parcours. Pour formaliser le parcours candidat, la matrice de recrutement et votre plan de recrutement. Dernier canevas, le canevas focus collaborateur pour vous mettre à la place de votre collaborateur, comprendre ses motivations et ses interrogations. Afin de formaliser le parcours collaborateur, complétez la matrice d'enchantement et définir votre plan d'expérience collaborateur. Retrouvez ces 3 canevas et les méthodes pour construire sa marque employeur, sa stratégie d'acquisition candidat et son plan d'expérience collaborateur dans le livre 3 méthodes marketing pour les RH. Le guide ultime pour une marque employeur et une expérience collaborateur qui attire et retienne les meilleurs talents. Par 1 minute 30 Publishing.
micro. Merci beaucoup. Voilà un tout petit résumé de ce que vous allez retrouver dans le livre. On attaque tout de suite avec une petite définition de l'expérience collaborateur, le cas échéant. Chloé ou Jean-Noël. Oui, moi je pense que c'est utile de commencer par dire ce qu'on entend par expérience collaborateur, de le rappeler, parce que c'est un concept très large qui recouvre pas mal d'autres choses. Alors nous, dans le livre, on s'est inspiré largement d'une définition qui a été donnée par Séverine Loureiro, experte en RH et experte expérience collaborateur. Donc je rends à César ce qui est à César. Voilà. Merci. Alors d'abord, rappelons collaborateur. Qu'est-ce qu'on entend par collaborateur? Aujourd'hui, encore plus après cette période Covid, le collaborateur, c'est pas seulement le salarié en CDD, en CDI. Je pense que le collaborateur, c'est toute personne qui fait partie de l'écosystème de l'entreprise. Donc, c'est aussi les freelances, c'est aussi les stagiaires, les alternants, éventuellement même les fournisseurs, et c'est aussi les anciens collaborateurs. Tout ça, tous ces gens-là sont concernés par l'expérience collaborateur. Et maintenant, l'expérience collaborateur, c'est en fait l'ensemble des ressentis et des perceptions du collaborateur quand il est en interaction avec l'entreprise, avant son entrée dans l'entreprise, pendant, et puis après son départ. Donc tout ça, nous on l'a analysé à travers 5 dimensions. La dimension du sens. Donc le sens, c'est quelle est la mission de mon entreprise, est-ce que je la comprends, mais aussi est-ce que je comprends ma place dans l'entreprise. Il y a l'épanouissement, donc je vais vite, mais l'épanouissement, c'est grosso modo tout ce qui tourne autour de est-ce que je peux prendre des décisions dans mon entreprise, quel degré d'autonomie on m'accorde. Voilà, est-ce que je me sens en capacité de progresser aussi, ça fait partie de l'épanouissement. Il y a tout ce qui est autour de l'environnement de travail, environnement physique, donc les bureaux, l'aménagement de mon environnement de travail, mais c'est aussi l'environnement en termes d'organisation, de hiérarchie, de management, donc tout ce qui est autour du mode de gouvernance aussi de l'entreprise. Quatrième dimension de l'expérience collaborateur, ce sont les outils de travail, les outils digitaux et les outils non digitaux, qui doivent être fluides, faciliter le travail, etc. Et puis enfin, 5e dimension, les connexions et la communication. Donc communication avec l'organisation, avec mes collègues, avec les managers. Donc, tout ça réuni, ça forme l'expérience collaborateur. Et donc, on se rend compte que c'est pas facile d'aborder le sujet parce que c'est très large et qu'on ne sait pas forcément par où commencer. Jean-Noël, tu as une définition différente ou complémentaire de l'expérience collaborateur? Attends, Chloé est allée déjà super loin sur la notion de collaborateur élargie. Et donc ça, c'est top parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte toutes les parties prenantes et je suis très fan. Sur l'expérience, non, je sais que Chloé est très rigoureuse, donc je vais plutôt être celui qui va raconter des blagues et des histoires. Et du coup, quand on parle d'expérience collaborateur, ce que j'aime à dire, c'est qu'une entreprise ou une organisation, elle est créée, elle est structurée pour donner à un collaborateur, et je vais garder la notion de collaborateur élargi, une recette de cuisine. Donc elle va lui donner les instructions, les différentes instructions. Elle va lui donner des œufs, de la farine, du lait, un peu de sucre vanillé, etc. Et elle va lui dire, vas-y, fais des crêpes. Et l'employabilité, c'est la capacité à faire ses crêpes. Et l'expérience collaborateur, c'est, j'ai envie d'une crêpe. L'entreprise, je suis rentré dans une entreprise et elle me donne une crêpe et là, ma première bouchée, c'est de me dire, oh là là, ma grand-mère faisait les mêmes. Et en fait, cette notion de perception, de ressenti liée à une partie émotionnelle au moment où je vis quelque chose alors que je suis en contact avec l'entreprise, ça, c'est de l'expérience collaborateur.
Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut paraître un brin ésotérique, et je ne veux pas rentrer dans de l'ésotérisme parce que ce n'est pas du tout le cas. Et les 5 dimensions de Chloé sont très intéressantes, surtout parce que justement, ça touche à différentes strates de pensée ou à différentes structures. L'expérience collaborateur, c'est ce qui va permettre, de manière très terre à terre, à un collaborateur de dire j'ai envie de rester, je suis attaché, j'ai confiance dans cette entreprise. Les crêpes de ma grand-mère. Ouais, j'aime bien j'aime beaucoup ta m'évoque quelque comparaison. chose. Hein. Ouais, et en gros, moi, ça m'évoque un soufflet. C'est pas facile de faire que le soufflet monte de la bonne façon, et donc ça dépend d'un équilibre très subtil entre le four, les ingrédients, comment on a mélangé la pâte. Donc, exactement. J'aime bien cette image parce que ça montre que c'est un mélange, voilà, pas facile, un mélange d'émotions, de factuels, d'attendus. Voilà. C'est à la rencontre de pas mal de choses. Alors, on se disait que pour animer un peu cette discussion, ça pouvait être intéressant de se pencher sur comment l'année Covid, comment la Covid a impacté ou a agi sur cette expérience collaborateur, sur d'ailleurs les 5 dimensions que tu as évoquées, entre autres le sens du travail. Est-ce que vous voyez un impact l'un et l'autre sur la question du sens? Allez, du coup, je sors d'une conférence sur le sujet. Ça va, ouais. Donc, du coup, je vais prendre le point parce que du coup, c'est dans la lignée. Je pense que je vais parler de deux des axes principaux. Et la crise sanitaire, ou la première des crises sanitaires, donc déjà, juste revenir à un point, j'allais dire, plus contextuel. La grande question qu'on se pose en termes de modélisation pour le futur, donc tous les gens qui travaillent sur le futur du travail, pour les RH, les structures, les nouvelles gouvernances et tout, c'est de dire, est-ce que cette crise sanitaire est un signe noir, donc en référence à Nicolas Nassim Taleb, donc quelque chose, un événement qui était imprévisible, qui est arrivé et qui se reproduira jamais, ou est-ce que c'est un réel changement structurel, donc pour forcer à être, j'allais dire, à forcer les entreprises et les organisations à devenir antifragiles, donc à devenir bien meilleurs. Donc là, il y a déjà un vrai sens, et il y a déjà une vraie question sur laquelle on n'est pas encore capable de répondre. Par contre, ça a eu un impact très fort sur 2 sujets, le sens, et tu as raison, et ce que je vais appeler épanouissement, ce que vous avez appelé épanouissement, et j'intègre dedans la notion de santé mentale. Sur le sens, bien sûr, ça nous a permis de remettre en cause nos valeurs personnelles versus nos valeurs de l'entreprise versus les valeurs sociétales. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que j'ai un bullshit job, ou est-ce que vraiment je peux aider le monde à aller mieux? Et là, tous les gens se sont posé la question parce que ça nous frappait directement, enfin j'allais dire physiquement. Est-ce que je peux aider les gens de mon entourage? Est-ce que je peux aider le monde à aller mieux? Comment? Est-ce que j'ai un impact? Et du coup, cette notion d'impact et de reconnaissance de son travail et de sens a eu beaucoup plus. Et donc du coup, maintenant, allez, on va dire 1 an après le début de tout ça, ou un peu plus d'1 an même, on est toujours dedans, mais ce qu'on voit apparaître, c'est la vraie changement sur les marques employeurs ou sur les définitions de marques employeurs. Les marques employeurs ont vraiment pris en compte cette notion de sens, de valeur. Et pas juste des stickers qu'on colle au mur. C'est de dire comment on fait vivre ces valeurs, comment on fait vivre le sens du travail, le sens de l'entreprise dans tous ces processus de recrutement, d'accompagnement, de formation, de performance, et tout ça. Mais vraiment. Et donc, la marque employeur est le premier symbole, enfin, est le premier élément visible de ce passage de sens. Et un mot bref sur le côté d'épanouissement ou de santé mentale, on vient bien de voir que les collaborateurs étaient un peu laissés à eux-mêmes. Alors oui, ça impose 2 questions. Qu'est-ce que ça veut dire être manager aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça voudra dire être manager demain, avec des équipes distancielles, non présentes, en full remote, ou pas, ou gérer le côté hybride? Et comment on accompagne ces personnes en tant que manager ou en tant qu'entreprise à mieux vivre leur épanouissement? Et dans leur épanouissement, c'est de dire, oui, vous pouvez avoir peur de la situation sanitaire, vous pouvez faire des crises d'anxiété, vous pouvez faire de l'angoisse. C'est pas juste du stress comme il existait avant. On est passé à un niveau supérieur d'implication émotionnelle. Et du coup, c'est, je pense, de la responsabilité des entreprises de beaucoup plus réfléchir et structurer des réponses adéquates pour cette santé mentale et cet épanouissement.
Et je parle pas des happiness managers et tout ça, hein, c'est pas mon point. Un complément, Chloé? Je pense que la question du sens, elle s'est vraiment posée très très fortement pendant cette année de Covid. Parce qu'en fait, quand on se rend au boulot tous les jours et que voilà, on rentre dans le bâtiment, on a ses collègues, on a ses habitudes, on se pose pas forcément, même pas en fait, la question de qu'est-ce que je fais là. Versus, et là je pense aux personnes qui ont dû télétravailler et qui n'étaient pas préparées à ça, versus je me lève le matin et je m'assois devant mon ordinateur, j'ai pas de collègues, j'ai pas la machine à café, les contacts sont pas faciles avec le reste de l'équipe, et là je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et je pense que beaucoup se la sont posés. Et d'ailleurs, on a vu, les études montrent qu'il y a eu parmi les gens qui télétravaillaient beaucoup plus de burn-out que parmi ceux qui continuaient à aller au bureau. Et je pense que c'est pour ça, c'est parce que si on n'a pas cet environnement familier qui nous met dans une espèce de dynamique, d'énergie où on ne se pose pas la question, là, du coup, on est appelé à se la poser. Et du coup, ça a posé aussi la question de comment on va faire l'entreprise pour redonner du sens au travail à ses collaborateurs qui sont loin. Et donc, effectivement, du coup, rentrent en jeu les managers. Comment est-ce qu'ils peuvent communiquer à leurs collaborateurs le sens de leur travail? Donc, ça passe par la reconnaissance, l'écoute, et comme tu disais, Jean-Noël, beaucoup sur la marque employeur. Donc, communiquer avec transparence sur la vision de l'entreprise à nouveau, sur le sens de cette mission, sur qu'est-ce qu'on fait tous ensemble en fait. Et donc c'était déjà, je pense, quelque chose que les entreprises prenaient de plus en plus à bras le corps avant le Covid. Et là, c'est devenu encore plus indispensable. Et je vais compléter ce que tu dis, Chloé, en disant, enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais là? Sachant que pour certains des travailleurs, enfin, le là, c'était leur chambre à coucher. Donc en plus, complètement ce floutage de l'espace privé et de l'espace professionnel, parce qu'ils ont installé un bureau dans une chambre, parce qu'elle fermait, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient avec. Donc il y a ce côté aussi d'environnement qui a changé. Et après, on voit beaucoup, tu as parlé des burn-out, et on va parler aussi des bore-out. B-O-R-E-out, c'est ces gens qui du coup s'ennuient et finissent par se désengager parce que mon travail n'a pas de sens, j'ai plus confiance dans ce que je fais ou dans l'organisation, et donc c'est compliqué. Oui, et alors après, il ne s'agit pas forcément de sens au sens on va changer le monde, notre entreprise est là pour changer le monde. C'est bien si c'est le cas, c'est super. Mais la question qui se pose, c'est quoi un job utile? C'est quoi l'utilité de mon travail? Et c'est pas forcément changer le monde. En revanche, ça peut être comprendre que par des toutes petites choses, déjà, dans mon travail, finalement, mon travail m'apporte quelque chose. L'utilité première de mon travail, c'est peut-être aussi que ça me fait du bien. Alors, s'il ne me fait pas de bien, du coup, je vais me poser la question, qu'est-ce que je fais là? Ça peut être aussi faire du bien aux gens autour de moi, à nos clients, aux gens de mon quartier, si je suis commerçant dans le quartier. Il y a eu tous ces jobs qui ont été étiquetés non essentiels et qui, au contraire, dans cette période, on a vu qu'ils étaient plus essentiels que jamais. Certains commerçants, certains dits futiles, dits non essentiels, mais finalement très, très essentiels. Tout ce qui est autour de l'art. Donc, c'est une question très intéressante. C'est quoi l'utilité du travail? Et c'est vrai que le sens du travail, ça peut être sauver le monde, ça peut être changer la société, et ça peut être tout simplement apporter une valeur ajoutée. Mais encore faut-il en avoir conscience, en prendre conscience, et que l'entreprise communique autour de ça. J'ai écouté Seth Godin hier et il disait que on change tous le monde à notre échelle, quoi. Et c'est vrai aussi, quand on fait un sourire dans la rue à quelqu'un, on change le monde. Quand on a des enfants, on change le monde. Quand on n'a pas d'enfants, on change le monde. Et que changer le monde, on le voit beaucoup écrit sur les startups, sur les machins, sur les trucs, mais qu'au final, à notre échelle, on a tous un impact sur le monde. Et il faut que cet impact
ait du sens et du sens pour nous surtout, parce que la question du sens est une vaste question. Quel est le rôle de l'entreprise dans tout ça? Sur donner du sens, il y a tout ce qu'on dit sur la marque employeur, sur cette expérience collaborateur, sur les questions de la prévention, alors prévention des risques sanitaires, mais aussi prévention des risques psychologiques, de burn-out, etc. Comment l'entreprise peut mettre ça en œuvre pendant cette période et après cette période? Juste avant, je te laisse la parole, Jean-Noël, mais juste avant, pour faire la transition entre le sens et la prévention, justement, sur la santé mentale du collaborateur, je pense que pour donner du sens et prévenir le bore ou le burn-out, le fait de communiquer sur les perspectives de l'entreprise ou sur ses choix, éventuellement sur ses résultats, ou sur les changements, les questions qui se posent, ça, c'est un moyen de donner du sens aussi. En tout cas, de dire aux collaborateurs, on est là, voilà, on traverse cette période très difficile, et voilà ce qui se passe, et voilà les perspectives qu'on peut vous proposer ou qui s'ouvrent à nous. Parce que sans perspective, le collaborateur, tout seul face à son écran, il peut angoisser très très fort. Il se dit, ok, est-ce qu'on ferme demain? Est-ce qu'on a un moyen de se retourner? Et mon rôle dans tout ça. Donc, communiquer sur les perspectives, je pense que c'est un moyen pour l'entreprise de donner à la fois du sens et de prévenir les fortes angoisses et les questionnements de ses collaborateurs. C'est très juste, hein. C'est deux choses pour moi qui est de l'ordre de l'entreprise, c'est donner confiance aux collaborateurs. J'ai confiance dans ce que me dit mon entreprise, j'ai confiance dans ce qu'elle fait, j'ai confiance dans ce qu'elle défend. Donc c'est comment l'entreprise et l'organisation peut donner des preuves de confiance, et à travers le système des managers principalement. Et ensuite c'est de la transparence. Et confiance et transparence, c'est de dire, alors la confiance étant la clé de la transparence, mais cette transparence dans les actions, des transparences de stratégie. Je pense qu'on utilise trop et encore trop d'organisations qui infantilisent les collaborateurs ou qui sont adeptes des managements anciens, type Taylor, Weber, Fayol ou autres, en disant, on sépare, il y a les gens qui décident et il y a les gens qui exécutent. Et en fait, l'idée, c'est de dire, non, il faut bien plus de participatif, bien plus d'échanges entre les personnes. Je suis d'accord avec Chloé sur le côté communication, de dire d'être clair, d'être simple. Et attention, être simple, ça ne veut pas dire être simpliste, mais d'être transparent sur voilà ce qui va se passer, voilà comment on va avancer sur certains sujets, etc., etc. Et je pense que c'est la confiance et la transparence sont les clés pour des collaborateurs pour être rassurés. Ouais. Après, jusqu'où va le rôle de l'entreprise dans la prévention, sur la santé mentale, surtout du collaborateur, mais aussi santé physique. Et là, je reprends le cas des travailleurs qui devaient télétravailler. Il y a eu des entreprises qui ne se sont pas du tout préoccupées. Enfin, il y a eu différentes façons de faire des entreprises face à l'installation de leurs salariés chez eux. Donc, il y a des salariés qui étaient très, très mal installés. Bon, ça, on le sait tous. Mais même en termes d'équipement informatique ou tout simplement de sièges. Et bien sûr, l'entreprise peut pas donner une pièce en plus et faire en sorte que les enfants soient occupés. Quoique, il y a des entreprises qui ont proposé des programmes à leurs collaborateurs à distance pour occuper les enfants. Ça, c'était une chose. Mais il en existait aussi en ligne. Il en existait en ligne. Oui. Petit Bateau et Club Med ont beaucoup sorti ça parce qu'ils ont créé des programmes pour les enfants, pour occuper les enfants avec des activités, etc. Ils ont mis énormément de ressources en ligne pour justement ça. Exactement. C'est très juste. Donc, il y a eu des entreprises qui ont donné des budgets à leurs collaborateurs pour s'acheter le matériel dont ils avaient besoin. Bon, ça tout dépend évidemment des contextes et de ce qu'on fait. Mais là, l'entreprise a pu montrer à ses collaborateurs qu'elle se préoccupait aussi de leur santé physique et de leurs conditions de travail. C'était une première, voilà. Ouais, non, nous à titre personnel, voilà, on est une petite vingtaine chez Change Factory. Moi, j'ai inclus des budgets chaises. Ouais.
Très bien, Parce bravo. que jamais, on n'a pas pu récupérer les chaises des espaces de coworking ou autre. Ouais. C'est dire, je pense que l'assise est clé. Donc, bien sûr, Mais tout le monde ne veut pas une chaise de bureau avec des roulettes on n'a peut-être pas la place dans sa cuisine ou dans sa chambre à coucher, mais pour au moins tous ceux qui étaient volontaires et qui voulaient, c'était de leur dire, trouvez une chaise dans laquelle vous êtes bien dedans, qui vous cale le dos, sur laquelle vous avez une bonne hauteur, etc. Et on vous paye votre assise parce que c'est là-dessus où vous allez passer les prochaines heures, et des prochaines semaines, des prochains mois. Voilà. Donc non, je pense que c'est clé sur certains sujets. Et c'est au moins de montrer, je suis d'accord avec toi, Chloé, c'est de montrer que on les écoute. Donc, le mot care a du sens en anglais, tu vois. On les écoute et on prend soin d'eux à hauteur des moyens d'entreprise, quoi. c'est ça. Et sur la santé mentale, c'était voilà, les personnes en télétravail ont été vraiment plus impactées, nettement plus impactées que celles qui continuaient à aller au bureau ou sur leur lieu de travail. Après, comment la question qui se posait, c'est comment détecter quand on ne voit pas, enfin quand on ne rencontre pas le collaborateur, comment le manager peut-il détecter que son collaborateur est en train de couler ou qu'il va mal. Donc ça demandait de la part des managers de réinventer des façons des écoutes, d'être plus, de se concentrer sur certains signaux faibles parfois. Et donc il a fallu former les managers à ça, repenser une façon d'écouter le collaborateur. C'était peut-être plus souvent, ou c'était par d'autres types de questionnements ou à travers d'autres outils. Et je pense que ça va perdurer d'ailleurs après la période Covid, qu'il va y avoir peut-être une autre façon d'approcher cette question de la santé mentale et de faire de la prévention en entreprise. Et d'ailleurs, le rôle de l'entreprise dans la prévention est en train se développe considérablement. Il y a eu des entreprises qui ont aussi réfléchi à, par exemple, offrir dans leur mutuelle, augmenter dans leur mutuelle la prise en charge des médicaments non remboursés, type homéopathie ou type médecine douce. C'est un moyen aussi de faire de la prévention et de montrer à ses collaborateurs qu'on fait attention. Allez, et je vais jouer à l'avocat du diable un tout petit peu. Je vais vous donner un exemple un peu complètement différent et qui va être un tout petit peu clivant. Est-ce que vous savez ce que c'est que la psilobicilline? Non. Ça vous parle? La psilobicilline, c'est le composé actif des champignons magiques. C'est ça, j'étais là-dessus dans ma tête. Alors, voilà. Et en fait, donc tout ce qui est champignons, donc c'est en micro-dosage, donc vraiment très micro-dosage, et utilisé pour les vétérans. Beaucoup de startups aux États-Unis les utilisent pour les stress post-traumatiques. Donc ça a déjà été utilisé pour les vétérans de guerre pour pouvoir pallier certaines situations de stress ou d'angoisse ou autre. Donc ça, c'était le cœur de métier de ces startups ou ces laboratoires. Enfin voilà, c'est très réglementé, parce que c'est légal, d'accord. C'est pas du tout c'est pas un usage de drogue, c'est pas fait autour d'un feu à moitié nu avec un collier de fleurs et des plumes dans les cheveux pour ceux qui ont des cheveux. C'est vraiment sur le côté genre vraiment très réglementé. Donc d'abord sur le stress post-traumatique des vétérans. Ensuite, ça a été utilisé dans les cas de postpartum pour les femmes qui souffraient de terribles dépressions de postpartum. Et depuis le début de la crise sanitaire, c'est utilisé pour les travaux de santé mentale. Donc, c'est des compléments microdosés en psilobicilline qui sont utilisés en disant, mais attendez, c'est l'équivalent, vous prenez un café ou 2 cafés par jour ou 3 cafés par jour. Là, vous prenez un complément alimentaire qui contient un peu de psilobicilline et du coup, il y a une gestion plus douce de l'anxiété, du stress ou autre. Et du coup, de grandes entreprises sont en train de mettre en place des programmes de compléments alimentaires à base de psilobicilline pour justement pallier les effets de santé mentale. Alors bien sûr, tout est suivi, tout est encadré, médecine et autres. Mais en tout cas, dites-vous que votre entreprise paye pour avoir des pilules de champignons magiques. Et c'est pas juste une ou deux, quoi. Ouais.
Alors, Nous, on et fait plus pas ça, sérieusement, j'ai 1 minute 30 encore. et plus sérieusement, non, mais je prends cet exemple parce que ça peut paraître très anecdotique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme. C'est le mécanisme qui me dit, oui, moi, entreprise, je suis responsable de la santé mentale. Et vraiment, et je suis responsable au point de payer pour aider à mieux vivre, pour aider à passer un cap dans cette situation d'anxiété et d'angoisse. Donc je trouve ça très intéressant parce que pour un pays qui est quand même très libertaire, on a là quelque chose qui devient, qui donne un pouvoir à l'entreprise assez phénoménal. Je vous propose de passer au sujet suivant sur les outils de travail qui eux aussi ont dû s'adapter. On en a déjà parlé de la chaise. Les autres outils, en partie les outils informatiques, etc., qui ont vachement évolué. Ah bah oui, les outils de travail, on a vu, ça a été l'explosion, le truc le plus marquant, c'est quand même l'explosion des réunions en ligne et des outils d'intelligence collective en ligne, je pense. Ça, et donc il a fallu s'adapter. Je pense que ça a été en fait un accélérateur, cette année Covid, des outils utilisés, de la digitalisation des outils de l'entreprise. Le mouvement était déjà, bien entendu, Ouais. amorcé, mais là, ça s'est vraiment considérablement accéléré. Donc sûrement que C'est le les PDG de outils... Microsoft. Oui. Non, juste pour compléter, le PDG de Microsoft disait qu'en quelques mois de crise sanitaire, on a gagné 2 ans de digitalisation des plateformes. Il a dit ça en 2020 et en 2020. Et justement, il expliquait que pour lui, entre Teams ou tous les outils collaboratifs, il a fallu repenser cette notion d'intelligence collective distancielle, donc à travers des plateformes technologiques. Ouais, c'est ça, et il a fallu s'inspirer de gens qui le faisaient déjà depuis longtemps, type les équipes IT qui sont dispersées à travers le monde, par exemple, ou les universitaires. Il y a des équipes universitaires qui travaillent ensemble. Enfin, tous ces gens-là qui font ça depuis des années, ils ont des bonnes pratiques à partager. Et je pense qu'en RH, la digitalisation s'est énormément accélérée également. On a dû inventer des onboarding à distance. Il y a des gens qui ont intégré des entreprises sans jamais rencontrer leurs nouveaux collaborateurs en vrai. Et donc, comment on fait ça? Comment on répond à leurs questions? Comment on leur montre éventuellement les locaux à distance? Exemple, le chatbot RH s'est énormément développé sur cette période. Il y a maintenant, il devait y avoir quelque chose comme moins d'un quart des RH qui étaient intéressés par ce sujet avant la crise du Covid. Maintenant, c'est plus de 50%, largement plus. Parce que grâce à un chatbot RH, on peut répondre à plein de questions de ses collaborateurs. D'ailleurs, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, si ça lui prend s'il a envie d'avoir réponse à ces questions en plein milieu de la nuit, il peut interroger un chatbot. Parce que le chatbot RH permet aux collaborateurs de faire d'accomplir des actions assez simples, genre réserver une place de parking, ou bien réserver une voiture, ou bien poser des vacances. Et donc tout ça s'est considérablement accéléré par le fait que vous ne pouvez plus aller au bureau. Et du coup, je vais reprendre sur un autre processus. Alors, sur l'onboarding, c'est très juste et c'est toujours compliqué. Parce que pour moi, ça fait partie des processus distanciels ou très complexes à bien vivre. Non, je vais parler de la formation. Enfin, la notion même de formation, ça a permis de mettre en avant le fait de dire, mais vous, individu, vous êtes acteur de votre formation. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce que entre toutes les plateformes de LMS, donc de Learning Management System, ce qui existe sur le web, tous les autres organismes, plus on met maintenant plus on rajoute le pan politique des CPF, DIF et j'en passe et des meilleurs, on arrive à quelque chose de dire, maintenant la formation est essentiellement distancielle, la formation est essentiellement à la main des collaborateurs et du coup, allez-y, travaillez votre employabilité. Et je trouve que certes, c'est sur les plateformes technologiques, mais c'est aussi sur l'état d'esprit.
C'est que du coup, là, autant tout à l'heure on disait que l'entreprise commençait à reprendre du pouvoir sur certains sujets, et là, en fait, elle lâche la bride sur d'autres sujets en disant, ben, je suis quasiment que peu responsable de tes programmes de formation, je mets à disposition, mais je te laisse la liberté et l'autonomie de le faire quand tu le veux. C'est toi qui es responsable. Ouais, ça c'est. L'heure tourne. Si vous êtes d'accord, je vous propose d'avancer sur les sujets, ou si vous préférez qu'on réduise un peu le nombre de sujets et qu'on reste sur celui-là. Chloé, tu me dis. Qu'est-ce qu'il nous reste comme sujet? On voulait parler des outils et puis du retour ensuite. Du management et du retour au bureau. D'accord, le management, on l'a un peu évoqué. Moi, je pense juste un mot sur le management. Vas-y. Je pense que sur sur l'année qui vient, et je le vois bien déjà depuis quelques mois, c'est le sujet problématique. Pourquoi sur le management? Parce qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être un manager aujourd'hui? Quel est mon rôle? Comment j'assure être une bonne courroie de transmission entre les valeurs de l'entreprise ou les stratégies du COMEX et le terrain qui est fragmenté, distanciel et tout ça. Et donc du coup, ce manager, des pertes de repères managériaux sont immenses. Donc les managers sont vraiment, et je ne parle pas des senior managers, je parle principalement des middle managers. Je pense qu'il y a un vrai focus à apporter sur ces middle managers, sur comment mieux les accompagner, quelles sont les compétences, comment les aider à mieux faire face, à comment les aider à mieux accompagner leurs équipes, pour mieux comprendre les réalités de la stratégie ou du terrain. Et je trouve que ces managers, ce middle management est clé pour la suite des transformations des entreprises, pour la pérennité de ces transformations. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont clés pour l'expérience collaborateur aussi. C'est eux qui portent l'expérience collaborateur, évidemment pilotée par la direction, pilotée par les RH, mais ça passe d'abord par le manager, en fait, l'expérience collaborateur. Et tu as raison, leur rôle a été vraiment très, très fortement re-questionné et puis rendu très, très difficile pendant la crise du Covid. Et maintenant, je pense que c'est eux qui sont un peu les clés pour le Graal de l'engagement collaborateur. Et donc, ils vont avoir... en fait, il faut qu'ils se re-questionnent, me semble-t-il, la nécessité de se re-questionner sur l'objectif sur leur rôle et l'objectif de leurs actions. Et je pense que ça va être beaucoup autour de, justement, motiver les collaborateurs, savoir les engager, les réengager au quotidien, et donc les mettre en valeur, leur inspirer confiance, communiquer, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en toute transparence, et puis être là pour aussi cette prévention des risques psychosociaux dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, dernier sujet, le retour au bureau. Et comment tirer parti de cette expérience pour changer nos pratiques dans les années qui viennent. Plus de champignons magiques. Non, c'est ce que je disais. Une petite partie de moi pensait que les entreprises allaient pouvoir intégrer full remote. Bon, ce qui n'est pas le cas, parce que je vois là, dès l'ouverture, tout le monde, je pense qu'on a besoin, on est des animaux sociaux par excellence, on a besoin de contact, on a besoin de ces moments d'échange informels. C'est ce qui permet de faire émerger certaines idées, certaines discussions. On a besoin de tout ça. Mais je pense que les entreprises ont un vrai besoin maintenant de structurer leur télétravail, de structurer le distanciel sur le recrutement, sur la formation, sur la prise en compte culturelle, sur la prise en compte, sur tous ces sujets. Il y a vraiment maintenant besoin d'une modélisation et d'une structuration. Donc je pense que le pire va être les entreprises qui vont dire c'est bon, c'est comme si c'était rien passé, revenons. Et ça, j'y crois absolument pas, et je pense qu'elles vont avoir du souci à se faire. Mais je pense que maintenant, il va y avoir une phase, on va dire un plateau de structuration qui est vraiment important pour pouvoir dire oui, on est capable de recruter à distance. Ça veut dire qu'on est capable de recruter des gens de pays différents, sur des sujets différents, d'expériences différentes. Et on va avoir un vrai brassage d'inclusion qui peut être vraiment intéressant. Donc pour moi, je pousse les entreprises à vraiment prendre le temps de tirer leçon de ce qui vient de se passer et de structurer, pas d'oublier, pas de tenter d'oublier en
mettant la tête dans le sable. Je pense que ça va être. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va être très, très compliqué pour les entreprises qui veulent faire retour à la normale et on fait comme avant, parce que ça va pas être possible. Et oui, les sondages disent que la très grosse majorité des salariés, autour de 95%, veulent revenir au bureau, enfin veulent revenir sur leur lieu de travail, mais pas tout le temps. Et en fait, l'idéal dans les sondages, c'est 2-3 jours de télétravail par semaine. Et donc après, les entreprises verront ce qui est possible de faire, mais il y a une vraie demande pour que un changement de paradigme, un changement d'organisation du travail. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on évoquait au tout début sur le fait que les collaborateurs, c'est plus seulement des salariés, c'est tous ceux qui font partie de l'écosystème, ce sont les freelances, ce sont les consultants, ce sont les fournisseurs. Et donc, moi, je pense qu'il va y avoir un vrai changement irréversible, en fait, de l'organisation des entreprises et que le télétravail va continuer à en faire partie, forcément. Et en tout cas, ce que moi, je pousse les entreprises à faire, c'est de tirer parti de cette expérience hyper riche, hyper difficile qu'elles viennent de traverser pour voir quels sont les nouveaux outils qui sont arrivés, qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce qu'il faut maintenant mettre en place de nouveau, qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut lâcher, en fait. Ça a été un laboratoire en live hyper intense et à mon avis, ça va impacter la façon de travailler dans le futur. Une question qui m'interpelle moi par rapport à ce que vous dites, parce qu'il y a effectivement une forme de... Moi, j'aime beaucoup cette idée de recruter beaucoup plus largement, et c'est ce qu'on a commencé à faire chez 1 minute 30, et pas qu'à Paris, alors que nos bureaux sont à Paris, etc. Et donc, d'élargir même au monde, avec des gens qui soient aussi digital nomades, ce genre de truc que je trouve hyper intéressant, parce que ça permet d'avoir des viviers de personnes plus curieuses, plus limitées par le lieu. Enfin, c'est vachement intéressant. Et comment on combine ça avec ce que tu dis aussi, et ce qui est une réalité qu'on perçoit tous, que c'est quand même sympa de retourner au bureau de temps en temps, de revoir ses collègues en vrai, et pas être que dans la solitude du travail à distance chez soi, ou même si on est en digital nomade. Comment combiner ces deux aspects-là, avoir une vraie entreprise étendue, structurée autour des missions et des valeurs, et en même temps des moments d'échange physique au bureau ou entre collègues. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important de faire le distinguo. Quand les gens te disent « veut retourner au bureau », quand tu creuses un tout petit peu, ils veulent pas forcément retourner au bureau avec leur moquette et leur chaise de bureau. Ils veulent des interactions avec les gens. Ils veulent retrouver leurs collègues et pouvoir papoter en buvant un café. C'est pas... si on leur dit, bah, tu as le droit de retourner au bureau, mais tu es tout seul, ils vont pas y retourner. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est l'interaction. Et en fait, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut trouver des solutions hybrides. Hein, c'est deux choses. Enfin, c'est un moment de provoquer ces rassemblements aussi. Enfin, tu vois, ça veut dire qu'il y a peut-être, les gens vont peut-être travailler à distance, mais à des moments, il y a des moments de rassemblage. Ça veut dire de changer un peu les organisations de travail. Ça veut dire de travailler sous forme de petites tribus. Et le côté très tribal des nouvelles organisations. Ça veut dire, vous travaillez à 3, 4, 5, et ensuite vous pouvez vous rencontrer ou vous retrouver. Le but, c'est pas de faire bouger les 40 personnes de l'entreprise, c'est de faire bouger des tribus de 4 ou 5 et de pouvoir se permettre de moments de retrouvailles physiques. Et ensuite, l'autre chose, c'est de permettre l'émergence et Chloé, je reviens sur ce qu'a dit Chloé, du collaborateur étendu. Ça veut dire qu'on laisse l'autonomie aux collaborateurs d'aller aussi chercher des échanges avec des gens qui sont dans un espace de coworking, des gens qui peuvent, enfin, avec qui il travaille, qui ne sont pas forcément des gens de son entreprise, mais c'est des gens qui sont dans son écosystème. Et ça veut dire que l'organisation, l'entreprise, doit passer d'un mode, j'allais dire, plus structurel à quelque chose de beaucoup plus organisme ou / écosystème, en acceptant des échanges avec d'autres. Et c'est ça, parce que ce que veulent les gens, c'est de l'interaction sociale. Ouais, c'est l'interaction sociale. Alors tous les salariés n'ont pas le même profil.
Il y a aussi, il existe aussi, bien entendu, ceux qui veulent retourner au bureau parce qu'ils sont pas bien chez eux, ou simplement ils veulent séparer. Enfin, eux, ça leur fait du bien d'aller au bureau. Bon, évidemment, c'est mieux s'il y a du monde, mais ils veulent aller au bureau. Et puis il y en a d'autres qui sont pour beaucoup plus de souplesse et de flexibilité. En tout cas, je voulais juste souligner le fait que, du coup, en termes d'expérience collaborateur, les entreprises, elles vont avoir la charge d'organiser le fait que ce retour se passe au mieux, en tout cas se passe bien. Donc ça veut dire avoir les outils qui vont permettre de gérer tout ce casse-tête des plannings et des distances, etc. Et ça, c'est pas du tout évident, mais ça va faire partie de l'expérience collaborateur, de faire en sorte qu'on puisse retourner au bureau sereinement en sachant que la salle de réunion sera libre, ou en sachant qu'on aura une place à tel endroit. C'est un casse-tête, il y a des outils mais c'est compliqué. Et puis, pour les personnes qui retournent au bureau, ne pas faire comme si, on l'a dit, il s'était rien passé. Donc, peut-être faire des entretiens, faire le point. Là, le rôle des managers, comprendre collaborateur par collaborateur comment toute cette période s'est passée. Et puis, qu'est-ce qu'il attend du retour au bureau. Se poser la question, en fait, oui, c'est bien retourner au bureau, mais pourquoi retourner au bureau? Pourquoi on revient? Donc, c'est pour avoir des interactions, c'est peut-être pour d'autres choses aussi, et peut-être que ça va avoir même un impact, d'ailleurs ça a déjà commencé à en avoir, sur la façon dont on aménage les bureaux. Si les bureaux maintenant sont faits pour uniquement des réunions ou pour des petits des travaux en groupe de 4-5 personnes, enfin là je dis n'importe quoi, mais on se pose la question pourquoi retourner au bureau, et ça va avoir un impact sur ce qu'on propose comme type d'espace. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange qui était passionnant et que j'ai laissé durer un peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc pour le coup, Chloé, tu as une petite dizaine de minutes pour présenter quelques éléments du livre 3 méthodes marketing pour les RH, en particulier sur la méthode autour de l'expérience collaborateur. Je te laisse présenter ça. Alors voilà la couverture du livre, et je vais vous présenter la méthode pour travailler sur l'expérience collaborateur, parce qu'on vient de le voir, l'expérience collaborateur c'est quelque chose de très large, de très riche, et en fait c'est pas simple de savoir par quel bout commencer si on veut améliorer son expérience collaborateur. Donc ce qu'on a essayé de faire dans cette méthode, c'est justement de structurer l'approche de façon très pragmatique, de façon la plus simple possible, pour avoir des outils qui permettent pas à pas d'améliorer son expérience collaborateur. Cette approche, elle est directement inspirée d'une méthode 1 minute 30, d'une méthode marketing qui s'appelle le Customer Experience Redesign, et qui est un travail de marketing pour réenchanter l'expérience client. Nous, ce qu'on sur va la méthode faire, Customer Experience Redesign, vous avez déjà un livre blanc sur notre site, et le livre sort en octobre, rédigé avec une de nos consultantes, Valérie Vax. La méthode existe, elle est déjà mise en œuvre, et le livre sort en octobre. Donc nous, on s'est inspiré directement de cette méthode pour réenchanter l'expérience collaborateur. Et ça, on le fait en 4 temps, comme dans toutes les méthodes 1 minute 30. Dans un premier temps, on utilise ce qu'on appelle le Canva Focus Collaborateur. Donc, c'est une façon visuelle de comprendre nos collaborateurs. En 7 questions, on se met en fait dans les bottes de nos collaborateurs et on va essayer de comprendre qui ils sont déjà. Donc, on peut faire un Canva par profil de collaborateur. On peut travailler sur le même Canva plusieurs profils qui se ressemblent. Mais pas hésiter à multiplier les canevas. On va essayer de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs motivations. Deuxième étape, on formalise leur parcours. Donc évidemment, ça a quelque chose d'assez, le mot m'échappe. C'est pas. Enfin, on réinvente le parcours parce qu'évidemment que c'est pas linéaire. Mais pour réfléchir, pour travailler et structurer la réflexion, on est obligé de passer par ces étapes. Donc, on formalise le parcours et on se pose les questions à chaque étape, quels sont les moments de vérité de nos collaborateurs. Je vais y revenir tout de suite.
Troisième étape, c'est ce qu'on a appelé la matrice d'enchantement. Eh bien, pour chaque étape du parcours collaborateur, on va se poser la question comment supprimer les irritants et réenchanter l'expérience collaborateur. Et enfin, quatrième et dernière étape, on synthétise toutes ces réflexions pour aboutir à un plan d'expérience collaborateur, donc savoir quelles sont les étapes qu'on va devoir suivre, nous, entreprises, pour réenchanter l'expérience de nos collaborateurs. Donc, je reviens sur chaque étape une à une. Je vais être assez rapide. Voilà le Canva Focus Collaborateur avec les 7 questions qui nous permettent de comprendre en fait qui sont nos personas collaborateurs, comment ils ont rejoint l'entreprise, donc qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre l'entreprise, comment ils ont pris la décision, qu'est-ce qui les motive à rester, et donc du coup, qu'est-ce que nous, on peut faire pour les réengager au quotidien, pour qu'ils restent avec nous. Pourquoi est-ce qu'ils quittent l'entreprise ? Quel est leur degré de satisfaction? Et déjà, est-ce qu'ils ont un moyen d'exprimer leur satisfaction ou pas? Quel est leur avis? Alors là, on parle non pas de ce qu'ils disent à l'entreprise, mais de ce qu'ils disent à l'extérieur de l'entreprise, et ils s'expriment beaucoup, en particulier quand ils sont pas contents, et en particulier sur les plateformes d'avis de collaborateurs et sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, quelle proposition de valeur attend-il de son entreprise? Une fois qu'on a fait tout ça, on a une bonne vision de ce qui motive ou pas nos collaborateurs et de leurs attentes. Et donc, on travaille sur leur parcours au sein de l'entreprise. Un parcours à travers 5 étapes. Le recrutement, donc, tout ce qui tourne autour avant qu'ils rentrent dans l'entreprise. L'intégration, le pré-onboarding, l'onboarding. La carrière, on a appelé ça carrière, mais en gros, c'est tout ce qui fait le travail au quotidien, donc l'environnement, le management, etc. On a tout ce qui est autour de l'évolution et de la mobilité, donc la formation, l'accompagnement, l'employabilité. Et puis le off-boarding, qui est également impactant et qu'il faut savoir accompagner parce que ça fait partie complètement de l'expérience collaborateur. Et dans cette étape numéro 2 où on travaille sur le parcours collaborateur, on a plusieurs lignes. Vous voyez, on identifie les moments de vérité. Donc, les moments de vérité, ce sont les moments clés qui impactent l'expérience collaborateur à chaque étape. On a le process de réengagement continu. J'y reviendrai plus tard. Les irritants et les enchantements. Donc, il s'agit à chaque moment clé d'identifier ce qui irrite le collaborateur ou ce qui, au contraire, fait qu'il a une expérience tout à fait satisfaisante, voire une expérience waouh. Et pour identifier ces irritants et ces enchantements, on s'appuie sur des données du terrain et des études. Donc, encore faut-il en avoir. Et le travail sur l'expérience collaborateur va, en fait, souvent donner lieu à des sondages sur le terrain et à des enquêtes auprès de nos collaborateurs. Et c'est grâce à ces enquêtes qu'on va pouvoir remplir notre matrice. Donc, surtout, on s'appuie sur des données réelles, des ressentis, des retours, des verbatims. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'inventer les choses. Troisième étape, là, on donne quelques exemples de moments de vérité dans le livre. Troisième étape, la matrice d'enchantement. Donc, une fois qu'on a repéré les moments de vérité des étapes du parcours et qu'on a compris lesquelles posaient problème, lesquelles étaient pleines d'irritants pour nos collaborateurs, on va se poser la question de comment supprimer ces irritants, voir comment enchanter les moments de vérité qui sont particulièrement importants, comme l'intégration, ça peut être par exemple le jour de l'arrivée, ou bien la première rencontre avec un manager, avec mon manager. Donc les actions à mener, on les identifie en équipe. Hein, la matrice collaborateur, on la travaille en équipe. C'est pas les RH seuls, c'est des managers, des gens sur le terrain, etc. Et à chaque action qu'on met en place pour supprimer les irritants ou réenchanter ce moment de vérité, on identifie les indicateurs qui vont nous permettre de comprendre l'impact de nos actions. On regarde quelles sont les personnes ou les entités dans l'organisation qui sont parties prenantes de ces moments de vérité et comment ils vont participer à supprimer les irritants ou à réenchanter ces moments de vérité. Et les outils et supports qu'il va falloir
qu'il va falloir utiliser, sur lesquels on va devoir s'appuyer. Parce que pour réenchanter, par exemple, l'onboarding, si ça se fait à distance, eh bien, nécessairement, il va falloir, par exemple, s'appuyer sur des outils à distance qui vont permettre d'onboarder le collaborateur à distance. Et je vois que le temps presse, donc je passe à la dernière étape. Une fois qu'on a cette matrice remplie, on va regarder lesquelles sont les plus urgentes, lesquelles ont la priorité. Et donc pour ça, nous on vous propose un moyen très simple de le faire, plein de bon sens, mais après chacun peut avoir sa méthode pour hiérarchiser les actions à mettre en place. Nous on regarde en fait l'impact global qu'une action a sur l'expérience collaborateur. Est-ce qu'on est confiant dans le fait que cette action peut réussir? Est-ce qu'elle est facile à mettre en place ou très longue? Et on donne des notes à ces 3 critères, on fait le calcul et on arrive à les actions qui ont la note la plus haute, et bien c'est celles qui ont une lumière verte, et c'est celles qu'on va mettre en place en priorité parce qu'elles auront le plus d'impact et elles vont être le plus faciles à mettre en place. Et ensuite, en fonction des notes, on a des actions oranges et des actions rouges. Et les actions rouges, c'est celles qui vont être gardées pour la fin du plan d'action et qui sont compliquées à mettre en place, qui demandent beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'investissement financier. Voilà, vous avez l'intégralité de la méthode qui est expliquée très en détail et avec illustré par un cas pratique, le cas de la vache pourpre dans le livre, et qui peut être donc prise en main par vos équipes. Tout est expliqué pas à pas. Super, merci beaucoup. Et il y a aussi une interview de Jean-Noël Chintreuil que tu as faite sur le sujet. Jean-Noël qui nous a... le revoilà, parfaitement synchronisé. Je me disais qu'il était parti sans qu'on puisse lui dire au revoir. Mais non. Non, pas du tout. Je suivis avec attention. Je suis un grand fan. Mon côté mathématicien, ancien mathématicien, est fasciné par les matrices. Et du coup, je trouve ça génial. Ouais, je serais ravi que tu vas recevoir le livre. Je sais plus si tu avais reçu Acquisition Strategy Design, mais on est effectivement dans un gros travail en ce moment. Et on a profité de l'année particulière pour ça, de construction de méthodes. Donc Acquisition Strategy Design qui est sorti maintenant il y a 6 mois et dont la 2e édition va sortir parce qu'on a vendu les premiers 1500 exemplaires. On en est très fiers. Marketing RH, 3 méthodes pour 3 méthodes marketing pour les RH qui sort aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai une petite annonce en fin de webinaire à vous faire, c'est-à-dire tout de suite maintenant. Et comme le disait Chloé, en octobre, on sort Customer Experience Redesign, donc avec des matrices aussi. Et en novembre, on sort Q2C Selling, c'est-à-dire Qualification to Closing Selling. C'est une nouvelle méthode pour travailler sur ces processus de vente. Et en même temps que cette nouvelle méthode pour travailler sur ces processus de vente, on va sortir un logiciel qui va s'appeler Start Journey et qui, lui, va permettre de mettre en application dans ces processus commerciaux et en particulier pendant ces visios, parce que c'est une forme de CRM en live, mettre en application la méthode Q2C Selling. Donc, gros travail de méthode et d'outils pour nous cette année, et 2 bouquins aussi prévus pour l'année prochaine, l'un sur la data et l'autre sur la marque. Donc on va continuer ce travail-là qui est hyper intéressant à côté de nos missions pour nos clients, bien sûr. Je voulais vous remercier tous les deux. Avant ça, je le dis tout de suite, pour tous ceux qui achèteront le livre et feront un commentaire, on va offrir les 5 heures de vidéo sur lesquelles on a travaillé avec Chloé pour vous faire une lecture commentée et amplifiée du livre. Donc vous aurez la vidéo gratuite. Si vous achetez le livre et vous nous faites un gentil petit commentaire sur Amazon, sur LinkedIn, sur votre réseau social préféré, faudra juste nous faire un petit mail ou un petit tag pour nous dire que ça a été fait, et comme ça on sera ravis de vous ouvrir l'accès à la vidéo de formation sur les 3 méthodes marketing pour les RH. Et puis on va boire avec Chloé un verre ce soir pour célébrer la sortie de ce livre. Il y a un petit apéro entre nous en live. Merci beaucoup Jean-Noël, merci beaucoup Chloé. Merci Jean-Noël, merci Gabriel. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, un bonne petit journée. mot Jean-Noël, ou tu veux quelque chose?
Ah, il est parti. Ah, On n'a ah, pas. non, je suis encore là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je voulais te proposer de dire un petit mot de la fin. Non, alors là, je t'ai laissé finir sur l'apéro, ça me va très bien. Et D'accord. non, Mais pas du t'es tout, le c'était bienvenu très si tu veux intéressant. venir à 17h chez moi, you're welcome. Ouais, ça va être compliqué. Allez, merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup. À tous. À bientôt.